Je me tenais dans la cuisine de mon enfance, le matin du réveillon de Noël, entendant la voix de ma sœur Sarah pour la première fois en 3 ans à travers les murs fins. Mais au lieu de l'excitation, l'horreur m'a envahi lorsque Sarah a dit à notre mère, « Maman, nous devons parler de placer Janie dans un établissement de soins. Elle est devenue un tel fardeau, et honnêtement, je pense qu'elle simule son impuissance pour attirer l'attention. L'argent de l'assurance de son accident est en train de s'épuiser. » Bref, la récupération secrète de mon oui devait être une surprise, un miracle de Noël. Maintenant, c'était devenu mon pire cauchemar. Il y a 3 ans, j'étais Janie Morrison, une enseignante de 25 ans en banlieue de Dayton, Ohio. Je vivais dans un appartement confortable près de l'école primaire de Riverside, où j'enseignais en 3e année. Ma vie tournait autour des plans de cours, des réunions de parents, et de la pure joie de voir des enfants de 8 ans découvrir qu'ils pouvaient lire des livres entiers. J'avais un petit ami nommé Trevor, des projets de week-end avec des amis, et le rêve d'acheter un jour ma propre maison avec un jardin où je pourrais faire pousser des légumes. Tout a changé un mardi soir de janvier. Je rentrais d'une réunion de professeurs quand la tempête de neige a frappé plus fort que ce que les services météorologiques avaient prévu. La neige tourbillonnait sur l'autoroute 35, rendant la visibilité presque nulle. J'ai ralenti à 30 km/h, agrippant le volant alors que ma Honda Civic se traînait dans le blizzard. Le conducteur ivre n'a jamais vu le feu rouge. Son pick-up a percuté le côté passager de ma voiture à 80 km/h, envoyant mon véhicule tournoyer à travers l'intersection comme un jouet. L'impact m'a projeté contre la vitre côté conducteur, et ma tête a heurté le verre avec un craquement écœurant que j'ai plus senti qu'entendu. Quand je me suis réveillé à l'hôpital de Miami Valley 4 jours plus tard, le monde était devenu complètement silencieux. Le docteur Martinez, un neurologue bienveillant aux yeux doux, a expliqué que le traumatisme crânien avait endommagé mes nerfs auditifs. Les termes techniques se sont estompés, mais la réalité était simple et dévastatrice, je n'entendrai plus jamais. Le conducteur ivre, un ouvrier du bâtiment de 42 ans nommé Dale Hutchinson, s'en était sorti avec de légères contusions. Au début, ma famille s'est mobilisée autour de moi. Papa, Robert Morrison, a pris des congés de son cabinet comptable pour rester à l'hôpital. Maman, Linda, apportait de la soupe maison et s'asseyait à mon chevet pendant des heures, apprenant les bases de la langue des signes sur des vidéos YouTube. Ma sœur, Sarah, qui avait 26 ans et travaillait comme hygiéniste dentaire, a réorganisé son emploi du temps pour me conduire aux rendez-vous médicaux. Mon jeune frère, Marcus, 23 ans et fraîchement diplômé de l'université, est revenu temporairement à la maison pour aider à mes soins. L'indemnité d'assurance de la responsabilité civile de Dale était substantielle, près de $200 000 après les frais de justice. Elle a couvert mes frais médicaux, les coûts de ma rééducation, et m'a apporté une certaine sécurité financière pendant ma convalescence. Mais l'argent ne pouvait pas remplacer ce que j'avais perdu. Enseigner est devenu impossible quand je ne pouvais plus entendre les questions de mes élèves ni participer aux réunions du personnel. Trevor, mon petit ami depuis 2 ans, a essayé d'être un soutien, mais notre relation s'est effondrée sous le poids d'une communication changée et de son malaise évident face à mon handicap. En 6 mois, j'avais perdu mon travail, ma relation et mon indépendance. L'appartement que j'aimais est devenu trop cher avec les seules allocations d'invalidité. J'ai donc réintégré ma chambre d'enfant, dans la maison coloniale de 2 étages de mes parents, sur Maple Street. La chambre avait encore mes photos de remise de diplôme du lycée et les murs lavande que j'avais peints en seconde. Apprendre à naviguer dans le monde sans leçon s'est avéré plus difficile que n'importe quel manuel n'aurait pu me le préparer. Des tâches simples comme répondre à la porte, parler au téléphone, ou suivre des conversations sont devenues des obstacles énormes. Je me suis inscrite à des cours de langue des signes américaine au centre communautaire, mais les progrès semblaient terriblement lents. La plupart des membres de ma famille ont appris les signes de base, bien que leur patience ait considérablement varié. La première année a été la plus difficile. J'ai lutté contre la dépression, passant des journées entières en pyjama, à regarder la télévision avec des sous-titres codés, pendant que ma famille travaillait et vivait sa vie autour de moi. Je me sentais comme un fardeau, une invitée permanente qui ne pouvait pas contribuer de manière significative au foyer. Les dîners de famille sont devenus des exercices de frustration, car les conversations allaient trop vite pour que je puisse les suivre, même avec mes nouvelles compétences en langue des signes. Progressivement, les choses se sont améliorées. J'ai trouvé un travail à temps partiel à la bibliothèque locale, aidant à la saisie de données et au rangement des livres. Le travail était solitaire mais satisfaisant, et ma superviseure, Madame Chen, était patiente pour s'adapter à mes besoins de communication.
Je me suis fait des amis dans la communauté sourde et j'ai commencé à assister à des événements sociaux au centre des sourds de Dayton. Pour la première fois depuis l'accident, j'ai commencé à sentir que je pourrais à nouveau construire une vie pleine de sens. Mais j'ai remarqué des changements dans le comportement de ma famille au cours de ces 3 années. L'élan initial de sympathie et de soutien s'est progressivement transformé en quelque chose de plus compliqué. Les gestes serviables de Sarah sont devenus teintés d'impatience. Marcus a commencé à éviter les réunions de famille, prétextant des obligations professionnelles. Même maman et papa semblaient fatigués, bien qu'ils aient essayé de le cacher derrière des sourires forcés et des conversations excessivement joyeuses. Je me suis dit que j'étais trop sensible. Ils avaient tant sacrifié pour m'aider à m'adapter à ma nouvelle réalité. Papa avait utilisé ses jours de vacances pour mes rendez-vous médicaux. Maman avait appris à cuisiner des plats plus faciles à manger pour moi, alors que j'avais encore des problèmes d'équilibre à cause du traumatisme crânien. Sarah avait renoncé à d'innombrables projets de week-end pour être mon interprète lors de réunions importantes. Bien sûr, ils étaient fatigués. N'importe qui le serait. La révélation capitale est survenue il y a 6 mois, bien que je n'aurais pas pu le deviner à l'époque. La docteure Patricia Reeves, mon audiologiste, m'a appelé dans son bureau avec une nouvelle qui semblait impossible. La technologie médicale avait considérablement progressé depuis mon accident, et un nouveau type d'implant cochléaire avait été approuvé pour les patients atteints de mon type spécifique de lésion nerveuse. Janie, je veux que vous compreniez que ce n'est pas une garantie, a expliqué la docteure Reeves, ces mots soigneusement mesurés, mais d'après vos derniers scanners et tests auditifs, vous pourriez être une excellente candidate pour cette procédure. Les taux de réussite pour les patients présentant votre type de blessure sont très prometteurs. L'opération a eu lieu un jeudi matin de juin, au centre médical de Kettering. J'ai dit à ma famille qu'il s'agissait de soins de suivi de routine, ne voulant pas susciter de faux espoirs si la procédure échouait. Le docteur Stevens, le chirurgien, a expliqué que la convalescence prendrait plusieurs mois et que l'amélioration pourrait être progressive. J'ai passé 2 semaines la tête bandée, disant à tout le monde que je faisais face à des complications d'une otite. Le premier son que j'ai entendu fut ma propre respiration. C'est arrivé 3 semaines après l'opération, un léger murmure qui m'a fait sursauter de reconnaissance. En 2 mois, je pouvais entendre des voix, bien qu'elles sonnent étranges et électroniques à travers l'implant. En novembre, mon oui était presque complètement revenu. La musique sonnait différemment de ce dont je me souvenais, plus mécanique, mais les voix étaient claires et distinctes. J'ai décidé de garder ma guérison secrète, prévoyant de surprendre ma famille le matin de Noël. L'idée m'a rempli d'excitation et d'anticipation. J'imaginais leur visage quand je répondrais à leur voix, quand je pourrais à nouveau participer aux conversations, quand je pourrais être un membre à part entière de la famille, au lieu de quelqu'un qui avait besoin d'une adaptation constante. Les mois suivants sont devenus une performance élaborée, alors que je planifiais ce que j'imaginais être le plus beau matin de Noël que notre famille ait jamais partagé. J'ai passé d'innombrables heures à préparer la surprise parfaite, recherchant chaque détail pour garantir un impact émotionnel maximal. Le plan a consumé mes pensées pendant mes gardes à la bibliothèque et a rempli mes rêves la nuit. En collaboration avec la docteure Reeves, j'ai développé un scénario crédible pour la révélation de Noël. Elle arriverait le matin de Noël, sous prétexte de réaliser une évaluation auditive de routine, ce qu'elle faisait de toute façon tous les trimestres. Pendant le rendez-vous, avec toute ma famille présente, nous découvririons que mon oui était mystérieusement revenu. La docteure Reeves était initialement sceptique quant à la supercherie, mais a accepté d'aider quand j'ai expliqué à quel point je voulais offrir à ma famille ce moment de joie. J'ai soigneusement choisi des cadeaux de Noël qui démontreraient mon oui retrouvé sans révéler le secret à l'avance. Pour papa, j'ai acheté un disque vinyle de son album préféré des Beatles, quelque chose que je n'aurais pu savoir qu'il avait mentionné que si je l'avais entendu en parler. Pour maman, j'ai acheté des billets pour la production du théâtre communautaire qu'elle avait exprimé le désir de voir lors d'une conversation téléphonique qu'elle pensait que je ne pouvais pas suivre. Sarah recevrait un livre d'un auteur qu'elle avait recommandé à Marcus en ma présence, et Marcus recevrait un jeu vidéo qu'il avait mentionné vouloir en parlant à sa petite amie. L'achat des cadeaux a nécessité une planification minutieuse. Je devais faire semblant d'avoir des difficultés de communication tout en écoutant réellement les recommandations des vendeurs. Chez Barnes & Noble, j'ai laissé le vendeur noter des suggestions de livres au lieu de répondre à ses paroles. Chez GameStop, j'ai pointé des articles et utilisé des gestes pour montrer mon intérêt, tout en entendant secrètement chaque mot des conversations du personnel sur les nouveautés des fêtes. Chaque jour est devenu un exercice épuisant pour maintenir ma tromperie tout en recueillant des informations pour la surprise.
Je devais ignorer les appels téléphoniques lorsque des membres de la famille étaient présents, faire semblant de ne pas remarquer quand le volume de la télévision changeait, et éviter de réagir à des bruits inattendus comme une portière de voiture qui claque ou le chien du voisin qui aboie. L'énergie mentale requise pour se comporter constamment comme quelqu'un qui ne pouvait pas entendre était énorme. Pendant les dîners de famille, je me positionnais stratégiquement pour observer les conversations tout en faisant semblant de me concentrer sur mon repas ou de lire sur les lèvres. J'ai appris que maman s'inquiétait de l'hypertension de papa, que Sarah envisageait un changement de carrière, et que Marcus avait des problèmes relationnels avec sa petite amie, Amy. Cette connaissance rendrait mes cadeaux de Noël encore plus significatifs, montrant que j'avais prêté attention à leur vie d'une manière qu'ils pensaient impossible. J'ai écrit et réécrit la lettre que je leur lirai après la révélation de mon oui, expliquant mon voyage de retour dans le monde du son. La lettre décrivait ma gratitude pour leur patience et leur soutien, mon enthousiasme à l'idée de rejoindre les conversations, et mes espoirs pour l'avenir. Je me suis entraîné à la lire à voix haute dans ma chambre, imaginant leurs larmes de joie et l'étreinte collective qui s'ensuivraient sûrement. Les quasi-découvertes ont failli me trahir à plusieurs reprises. Lorsque le détecteur de fumée s'est déclenché pendant la catastrophe culinaire de maman en novembre, je me suis instinctivement tourné vers le son avant de me ressaisir. Quand Marcus a laissé tomber un verre dans la cuisine, j'ai failli proposer mon aide pour nettoyer avant de me souvenir que je n'étais pas censé avoir entendu le fracas. Chaque quasi-erreur me rappelait à quel point je devais maintenir ma performance avec soin. J'ai commencé à remarquer des choses dans le comportement de ma famille que j'avais manqué pendant mes 3 années de surdité réelle. La façon dont Sarah levait les yeux au ciel quand elle pensait que je ne la regardais pas. Comment Marcus vérifiait constamment son téléphone pendant les moments en famille, voulant clairement être ailleurs. La tension subtile entre maman et papa lors des discussions sur les finances du ménage. Ces observations m'ont troublé, mais je les ai attribuées au stress familial normal plutôt qu'à quelque chose de sinistre. Les conversations chuchotées sont devenues plus fréquentes à l'approche de Noël. Les membres de la famille se regroupaient dans la cuisine ou sortaient pour parler, s'arrêtant toujours quand j'entrais dans la pièce. J'ai supposé qu'ils planifiaient leur propre surprise de Noël ou discutaient d'idées de cadeaux. L'idée qu'ils puissent parler de moi de manière négative ne m'a jamais sérieusement traversé l'esprit. Le comportement de Sarah est devenu particulièrement déroutant en décembre. Elle arrivait au dîner de famille avec une gaieté forcée, me demandant bruyamment comment s'était passée ma journée et commentant à quel point je aime adapter bien. Ces compliments semblaient excessifs et quelque peu artificiels, mais j'ai écarté mes inquiétudes comme une insécurité résiduelle, après des années à me sentir comme un fardeau. Marcus a commencé à amener Amy plus souvent aux réunions de famille, et j'ai remarqué comment ils échangeaient des regards quand ils pensaient que personne ne regardait. Amy semblait mal à l'aise en ma présence, bien qu'elle ait toujours été polie. Lors d'un dîner, je l'ai surprise en train de me fixer avec ce qui ressemblait à de la pitié, mêlée à autre chose que je ne pouvais pas identifier. Quand j'ai fait un signe de la main, elle a souri rapidement et a détourné le regard. Le changement le plus troublant concernait le comportement de papa. Il avait toujours été mon plus grand défenseur, celui qui avait fait des recherches sur les ressources pour les personnes handicapées et qui avait encouragé mon indépendance. Mais dernièrement, il semblait distrait pendant nos conversations, les écourtant ou déléguant mes soins à maman et Sarah. Quand je lui ai demandé de m'aider à comprendre des documents d'assurance, il a promis de s'en occuper plus tard, mais ne l'a jamais fait. Malgré ces signes avant-coureurs, mon excitation pour le matin de Noël a continué de grandir. J'imaginais le sourire fier de papa quand il réaliserait que sa fille avait surmonté un autre obstacle. J'imaginais maman pleurant de joie et Sarah me serrant dans ses bras en s'excusant pour toutes les fois où elle avait semblé impatiente. Marcus ferait probablement des blagues sur le fait que j'avais secrètement écouté aux portes, mais il serait ravi que sa sœur soit à nouveau entière. Le plan semblait parfait. La docteure Reeves arriverait à 10 heures du matin pour ce que tout le monde croyait être un rendez-vous de routine. La famille se rassemblerait dans le salon, probablement à contre-cœur, car les procédures médicales ne sont pas particulièrement divertissantes. Pendant le test auditif, je commencerai à répondre au son, montrant de la confusion et de l'excitation alors que mon oui revenait. La docteure Reeves exprimerait son étonnement face à cette guérison sans précédent, puis je surprendrai tout le monde en répondant à leur voix. Le réveillon de Noël est arrivé avec une chaleur inhabituelle pour l'Ohio en décembre, les températures atteignant près de 10 degrés Celsius. Les prévisions annonçaient des orages possibles, mais je les pris comme un bon présage. Après 3 ans de silence, même le son de la pluie serait un cadeau à célébrer. Je me suis couché tôt, réglant mon réveil à 6 heures du matin pour me préparer mentalement pour le grand jour.
Je me suis endormi en serrant la lettre que j'avais écrite, rêvant des visages joyeux de ma famille et planifiant comment je passerais mon premier Noël depuis des années en participant pleinement à chaque conversation, chaque blague, chaque moment de connexion. Demain changerait tout. Demain, je rentrerai enfin à la maison. Je me suis réveillé à 5h30 le matin de Noël, trop excité pour dormir plus longtemps. La maison était complètement silencieuse, ce que j'ai trouvé ironique, étant donné que j'étais sur le point de révéler mon retour dans le monde du son. Je suis descendu sur la pointe des pieds pour faire du café, voulant savourer ces dernières heures de secret avant que tout ne change. La cuisine semblait différente dans la lumière du petit matin, pleine de promesses et d'anticipation. Maman avait laissé des biscuits de Noël sur le comptoir, et l'odeur de cannelle et de vanille créait une atmosphère de fête parfaite. Je me suis versé un café et me suis installé à la table du petit déjeuner, révisant mon plan une dernière fois et imaginant à quel point cette journée deviendrait magique. Vers 7h30, j'ai entendu les pas de maman à l'étage, suivis par le bruit de la douche. Le réveil de papa a sonné à 8h, comme tous les matins depuis les 20 ans qu'il vivait dans cette maison. Sarah devait arriver à 9h avec son mari, Jake, et leurs 2 enfants, Emma et Tyler. Marcus et Amy arrivaient à 9h30. La docteure Reeves arriverait à 10h, et alors, la plus belle surprise de ma vie se déroulerait. À 8h45, j'ai entendu la voiture de Sarah se garer dans l'allée. Ses enfants ont fait irruption par la porte d'entrée avec l'énergie typique d'un matin de Noël, mais au lieu de courir pour trouver des cadeaux sous le sapin, ils sont montés directement à l'étage pour trouver grand-mère et grand-père. J'ai souri, me souvenant de mes propres matins de Noël d'enfance, quand la patience était impossible et que la magie semblait remplir chaque recoin de la maison. Sarah est entrée dans la cuisine quelques minutes plus tard, et je lui ai fait un signe joyeux tout en continuant de boire mon café. Elle m'a souri en retour, mais quelque chose semblait forcé dans son expression. Jake l'a suivi, portant une assiette de pâtisserie maison qui sentait incroyablement bon. « Bonjour, Janie », a dit Sarah à haute voix, en utilisant les schémas de paroles exagérés qu'elle avait développés pour communiquer avec moi. « Joyeux Noël ». J'ai souri et lui ai signé « Joyeux Noël » en retour, maintenant la performance, même si mon cœur battait la chamade d'excitation à l'idée de la surprise à venir. Dans un peu plus d'une heure, je serais capable de répondre normalement à sa voix, et nous pourrions à nouveau avoir de vraies conversations. Maman et papa sont descendus, suivis par les enfants, qui sautaient pratiquement d'excitation à l'idée d'ouvrir les cadeaux. Le chaos habituel du matin de Noël a commencé, avec le café qui coulait, les préparatifs du petit déjeuner, et tout le monde parlant en même temps. Je me suis positionné à la table de la cuisine, où je pouvais tout observer tout en restant à l'écart. Marcus et Amy sont arrivés pile à l'heure, et la maison s'est remplie du bruit chaleureux d'une réunion de famille. J'ai regardé les visages de tout le monde, mémorisant ces derniers moments avant que tout ne change. Bientôt, je pourrais entendre les rires d'Emma, les bavardages excités de Tyler sur le Père Noël, et toutes les conversations qui se déroulaient autour de moi, mais sans moi, depuis 3 longues années. À 9h15, quelque chose a changé. Les adultes semblaient avoir une sorte de communication silencieuse, et soudain, maman a suggéré que les enfants montent jouer aux jeux vidéo jusqu'à ce qu'il soit temps d'ouvrir les cadeaux. Emma a protesté qu'elle voulait aider dans la cuisine, mais Sarah a insisté sur le fait qu'ils avaient besoin de temps entre adultes pour finir les préparatifs. Une fois les enfants en sécurité à l'étage, l'atmosphère dans la cuisine est devenue nettement plus tendue. J'ai continué à boire mon café et à vérifier mon téléphone, faisant semblant d'être absorbé par les réseaux sociaux tout en prêtant une attention particulière à la dynamique familiale autour de moi. Sarah a jeté un coup d'œil dans la pièce, s'assurant que j'étais concentré sur mon téléphone, puis s'est approchée de maman. Sa voix a baissé jusqu'à ce qu'elle pense être un murmure inaudible, mais mon implant cochléaire a capté chaque mot avec une clarté cristalline. « Maman, on doit parler de Maître Janie dans un établissement de soins. Elle est devenue un tel fardeau, et honnêtement, je pense qu'elle simule son impuissance pour attirer l'attention. L'argent de l'assurance de son accident est en train de s'épuiser, de toute façon. » La tasse de café m'a glissé des mains, mais je l'ai rattrapée avant qu'elle ne touche la table. Mon cœur s'est mis à battre si fort que j'ai eu peur qu'il ne l'entende. J'ai gardé les yeux fixés sur l'écran de mon téléphone, luttant pour contrôler mon expression alors que mon monde s'effondrait autour de moi. La réponse de maman était à peine audible, même pour mon ouïe amélioré. « Sarah, ne dis pas des choses comme ça. Elle a tellement souffert. »« Sois réaliste, maman, » a poursuivi Sarah, son murmure vif de frustration. « Elle a 28 ans et se comporte comme une enfant sans défense. Regarde-la,
assise là à faire défiler Facebook pendant que nous nous occupons de toutes les responsabilités familiales. Elle n'essaie même plus d'aider à quoi que ce soit. Marcus s'est approché pour se joindre à la conversation, et j'ai réalisé que c'était une discussion planifiée, coordonnée à l'avance. Mes mains tremblaient alors que je faisais semblant de taper un texto, utilisant cette activité pour masquer ma réaction à leurs paroles. Sarah a raison, a dit Marcus doucement. L'argent de l'assurance ne durera pas éternellement, et on ne peut pas continuer à la soutenir indéfiniment. Maman, tu as 62 ans. Tu ne devrais pas passer tes années de retraite à t'occuper de quelqu'un qui pourrait faire plus pour elle-même. Mais c'est la famille, a murmuré maman en retour. Elle a subi un traumatisme. Les médecins ont dit qu'il lui faudrait du temps pour s'adapter. C'était il y a 3 ans, a répondu Sarah. À un moment donné, elle y a adaptation ou doit se transformer en indépendance. Et franchement, maman, je pense qu'elle comprend plus qu'elle ne le laisse paraître. Regarde-la avec des étrangers. Elle exploite chaque situation pour obtenir de la sympathie, en jouant le rôle de la pauvre fille sourde. Je me sentais physiquement malade en écoutant ces mots de ma sœur, la personne qui avait appris la langue des signes pour communiquer avec moi, qui m'avait conduite à d'innombrables rendez-vous médicaux, à qui j'avais entièrement confié ma vulnérabilité. Marcus s'est appuyé contre le comptoir, s'échauffant sur le sujet. Elle a appris à utiliser son handicap comme une arme. Les gestes dramatiques, les regards impuissants, la façon dont elle se positionne dans les conversations pour que les gens aient pitié d'elle. C'est manipulateur et pratique pour elle, a ajouté Sarah. Elle a le gîte et le couvert gratuit, pas de vraie responsabilité, et une attention constante. Pourquoi voudrait-elle que ça change? Jake, qui était resté silencieux pendant cet échange, a finalement pris la parole. Peut-être devrions-nous considérer ce qui est vraiment le mieux pour tout le monde. Sarah est stressée par cette situation depuis des mois. Ça affecte toute notre famille. Mon mari. Amy a hoché la tête en signe d'accord. Amy a mentionné que les réunions de famille sont devenues difficiles. Tout le monde a l'impression de devoir marcher sur des œufs autour de Janie. La trahison m'a frappé comme un coup physique à la poitrine. Ces gens avaient discuté de ma vie, de mon avenir, de ma valeur en tant que membre de la famille, et j'en étais complètement inconsciente. Pire, ils m'avaient dépeinte comme manipulatrice et paresseuse, alors que j'avais travaillé si dur pour reconstruire mon indépendance et contribuer au foyer de toutes les manières possibles. Tu te souviens à quel point elle cherchait l'attention, même avant l'accident? A poursuivi Sarah, sa voix gagnant en assurance alors que les autres étaient d'accord avec son évaluation. Elle avait toujours besoin d'être le centre de tout. Le drame la suivait partout. Maintenant, elle a l'excuse parfaite pour être complètement dépendante. Ce n'est pas juste, a protesté faiblement maman, mais sa voix portait le doute. Ah non, a défié Marcus. Pense-y, maman. Elle a toujours été dramatique. Tu te souviens, au lycée, quand elle a convaincu tout le monde qu'elle avait un trouble de l'apprentissage juste pour avoir plus de temps aux examens. Ou quand elle est sortie avec ce type en seconde et a prétendu qu'il était émotionnellement abusif, alors qu'il essayait juste de la rendre plus responsable? Je n'avais jamais prétendu avoir un trouble de l'apprentissage, j'avais reçu un soutien scolaire légitime pour des problèmes d'organisation identifiés par mon conseiller scolaire. Et mon petit ami du lycée avait été manipulateur émotionnellement, ce que mes parents avaient reconnu à l'époque. La façon dont ils réécrivaient l'histoire pour soutenir leur récit actuel me donnait l'impression de devenir folle. Elle a toujours trouvé des moyens d'éviter les vraies responsabilités, a poursuivi Sarah. Même son travail d'enseignante était à temps partiel par choix. Elle aurait pu poursuivre une carrière administrative ou prendre des postes de direction, mais elle préférait rester confortablement dans sa petite classe de 3e année. C'était complètement faux. J'avais adoré enseigner en 3e année et je poursuivais activement mon master en leadership éducatif lorsque l'accident s'est produit. J'avais pris des responsabilités supplémentaires à l'école, notamment le mentorat de nouveaux enseignants et le développement de programmes de lecture. Leur révision de ma vie d'avant l'accident était si inexacte qu'elle en était presque surréaliste. Papa est entré dans la conversation, et ses mots ont frappé plus fort que ceux de n'importe qui d'autre, car j'avais toujours compté sur son soutien et sa compréhension. J'ai été en contact avec des avocats pour faire déclarer Janie incompétente, a-t-il dit doucement. Si nous pouvons démontrer qu'elle est incapable de gérer ses propres affaires, nous pouvons obtenir la tutelle et prendre des décisions concernant ses soins et ses finances. La pièce est devenue silencieuse un instant, alors que les implications de cette déclaration s'installaient.
Il ne se plaignait pas seulement de moi dans mon dos, il complotait activement pour me priver de mes droits légaux et du contrôle de ma propre vie. Robert, a dit maman, la voix choquée, tu ne peux pas être sérieux. Je suis tout à fait sérieux, Linda. Nous devons penser à l'avenir de tout le monde, pas seulement à celui de Janie. Sarah et Jake ont des difficultés financières, surtout avec la situation professionnelle de Jake. Marcus et Amy fondent leur propre famille et ont besoin de soutien, pas de fardeau supplémentaire. Et nous ne rajeunissons pas, Amy a pris la parole pour la première fois. Marcus a mentionné qu'il reste à Janie une somme d'argent importante de l'indemnité d'assurance. Si elle ne va pas l'utiliser de manière productive, peut-être que cela pourrait aider toute la famille. C'est son argent, a dit maman, mais sa protestation semblait faible et incertaine. Vraiment, a demandé papa. Elle n'est pas capable de le gérer de manière responsable. Nous payons ses factures, gérons ses soins médicaux, fournissons le logement et la nourriture. En fait, nous avons déjà été ses tuteurs. Rendre cela légal ne ferait que formaliser ce qui se passe déjà. De plus, a ajouté Sarah, si elle est dans un établissement de soins approprié, elle recevra l'attention spécialisée dont elle a besoin du personnel professionnel formé pour travailler avec des personnes comme elle. Elle sera entourée d'autres personnes dans des situations similaires, au lieu de se sentir isolée dans une famille entendante. L'expression des personnes comme elle m'a frappé comme une gifle. J'étais leur fille, leur sœur, pas une catégorie de personnes qu'ils devaient gérer ou dont ils devaient se débarrasser. La manière désinvolte dont ils discutaient de me retirer de la famille, de prendre mon argent, et de contrôler ma vie était d'une cruauté à couper le souffle. On pourrait utiliser Noël pour présenter un front uni, a poursuivi papa. Lui montrer que nous sommes tous d'accord que c'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Présenter ça comme une intervention aimante plutôt qu'un ultimatum. Le moment est parfait, a convenu Marcus. Elle sera de toute façon émotive à cause de Noël. On peut souligner à quel point on se soucie de son avenir et on veut qu'elle reçoive les meilleurs soins possibles. Et si elle résiste, a dit Sarah, on peut souligner le stress qu'elle impose à maman et papa. Faire appel à sa culpabilité d'être un fardeau. Le mot fardeau a résonné dans ma tête comme une malédiction. Après 3 ans à essayer si fort de contribuer, d'être reconnaissante, de minimiser mon impact sur leur vie, ils ne me voyaient que comme un obstacle à leur bonheur et à leur sécurité financière. J'ai qu'à regarder sa montre. Quand est-ce que ce médecin est censé arriver pour le rendez-vous de Janie ? 10 heures, a répondu maman. Juste un contrôle auditif de routine. Parfait, a dit papa. On peut avoir cette conversation avec Janie après le rendez-vous. La présence du médecin pourrait même aider à renforcer le message qu'elle a besoin d'une supervision médicale professionnelle. J'ai réalisé avec horreur qu'il prévoyait de me tendre une embuscade immédiatement après ce qu'il croyait être un rendez-vous médical de routine. Il n'avait aucune idée que la docteure Reeves venait pour m'aider à révéler ma guérison auditive. Au lieu de cela, il voyait son arrivée comme une opportunité de me convaincre que j'avais besoin de soins en institution. La cruauté du timing était presque incompréhensible. Ils allaient détruire mon Noël, mes relations familiales et mon indépendance en une seule attaque coordonnée, en utilisant un rendez-vous médical comme couverture pour leur intervention. Alors que j'étais assise là, à écouter ma famille planifier mon internement et le vol de mes ressources financières, j'ai réalisé que ma surprise de Noël était devenue quelque chose de complètement différent. Au lieu de révéler ma guérison auditive pour apporter de la joie à ma famille, je l'utiliserais pour exposer leur trahison et me protéger de leur manipulation. La révélation que je les avais entendus comploter contre moi pendant les 30 dernières minutes était sur le point de devenir l'information la plus importante de ma vie. Je suis resté figé à la table de la cuisine, serrant ma tasse de café, pendant que ma famille continuait de planifier mon avenir sans la moindre contribution de la personne dont ils discutaient la vie. La conversation était passée de la critique à la conspiration active, et j'ai eu du mal à assimiler la profondeur de leur trahison tout en maintenant ma façade de contentement inconscient. L'avocat que j'ai consulté a dit que démontrer un schéma de dépendance renforcerait notre dossier, a poursuivi papa, sa voix toujours soigneusement modulée pour éviter d'atteindre mes oreilles prétendument sourdes. Nous avons besoin de documents prouvant que Janie choisit systématiquement l'impuissance plutôt que l'indépendance. Ça ne sera pas difficile à prouver, a répondu Marcus. Elle n'a même pas essayé de trouver un vrai travail depuis que son contrat à la bibliothèque a pris fin le mois dernier. Ma poitrine s'est serrée de colère. Le poste à la bibliothèque avait pris fin à cause de coupes budgétaires, pas de ma performance. Madame Peterson m'avait écrit une lettre de recommandation élogieuse et avait promis de me réembaucher dès que le financement serait rétabli.
J'avais activement postulé à d'autres postes, mais le marché du travail pour les personnes handicapées était difficile, ce que ma famille choisissait apparemment d'interpréter comme de la paresse plutôt que de la discrimination. Et la situation de la conduite a demandé Amy. Elle aurait pu réapprendre à conduire depuis le temps, si elle voulait vraiment son indépendance. Exactement, a convenu Sarah. Elle utilise sa perte d'audition comme une excuse pour éviter les responsabilités. Il y a plein de personnes sourdes qui conduisent, travaillent à plein temps, et vivent de manière autonome. Janie ne veut tout simplement pas faire l'effort. Cette accusation m'a particulièrement piqué, car je travaillais avec un moniteur de conduite spécialisé dans la formation des personnes malentendantes. Je n'en avais pas parlé à ma famille car je voulais les surprendre en me rendant moi-même à une réunion de famille, une fois que je me sentirais confiante et en sécurité. Leur supposition que j'évitais les responsabilités plutôt que d'être prudente sur la route montrait à quel point ils comprenaient peu ma situation réelle. Maman a soupiré lourdement. Je me sens juste coupable de tout ça. Elle a tellement souffert. Maman, la culpabilité n'est pas une stratégie parentale, a dit fermement Sarah. Parfois, l'amour signifie prendre des décisions difficiles pour quelqu'un qui ne peut pas les prendre pour elle-même. Janie s'est installée dans la dépendance, et l'encourager dans cette voie ne l'aide pas à grandir. La manipulation psychologique dans les paroles de Sarah était magistrale. Elle recadrait leur désir de contrôler mon argent et d'éliminer leur responsabilité de soins en une intervention aimante pour mon propre bien. La façon dont elle parlait de moi, comme si j'étais une enfant incapable de prendre des décisions d'adulte, révélait à quel point ils avaient complètement redéfini notre relation. J'ai qu'à de nouveau regarder sa montre. On devrait faire redescendre les enfants ? C'est bientôt l'heure des cadeaux, et ce médecin va arriver. Ouvrons d'abord les cadeaux, a suggéré papa. On veut que tout le monde soit de bonne humeur avant d'avoir la conversation avec Janie. Le matin de Noël n'est pas le moment idéal, mais toute la famille est là, et on est tous d'accord que ça doit se faire. D'accord était un choix de mots intéressant, puisque personne n'avait demandé mon avis sur mon propre avenir. Ils avaient apparemment tenu des réunions de famille sur ma vie sans m'inclure, parvenant à un consensus sur mon incompétence et mon besoin de soins en institution, pendant que je restais dans une ignorance bienheureuse de leur plan. Sarah a appelé à l'étage pour faire descendre Emma et Tyler pour l'ouverture des cadeaux. En quelques minutes, le salon s'est rempli de papiers cadeaux déchirés, de cris excités, et du chaos contrôlé d'un matin de Noël. J'ai participé aussi avec enthousiasme que possible, prenant des photos des enfants et aidant à distribuer les cadeaux, tout en étant intérieurement bouleversé par ce que j'avais entendu. Les cadeaux que j'avais soigneusement choisis pour révéler ma guérison auditive prenaient un nouveau sens. Maintenant, l'album des Beatles de papa montrerait que j'avais écouté des conversations qu'il pensait que je ne pouvais pas entendre. Les billets de théâtre de maman prouveraient que j'avais suivi des discussions sur ses intérêts. Le livre de Sarah démontrerait que je l'avais entendu le recommander à Marcus. Ces cadeaux ne seraient plus des surprises joyeuses, mais des preuves que leur conversation privée n'avait pas été privée du tout. J'ai observé ma famille interagir avec leurs cadeaux, notant l'enthousiasme forcé et les regards fréquents dans ma direction. Ils jouaient le bonheur tout en planifiant de démanteler ma vie, et la dissonance cognitive était presque surréaliste. Emma m'a serré dans ses bras après avoir ouvert le matériel de dessin que je lui avais acheté, et je me suis demandé si elle serait encore autorisée à me rendre visite une fois que je serais interné, selon leur plan. À 9h55, la docteure Reeves est arrivée avec son équipement de test portable. Elle a salué tout le monde chaleureusement, complimentant les décorations de Noël et demandant leurs projets pour les fêtes. La famille a répondu avec son intérêt poli habituel pour mes soins médicaux, posant des questions de routine sur mes progrès et exprimant sa gratitude pour son attention continue à mon cas. Janie se porte remarquablement bien, leur a dit la docteure Reeves en installant son équipement dans le salon. Son adaptation à la perte d'audition continue de dépasser nos attentes. Elle est devenue très habile à lire sur les lèvres et à se débrouiller dans les situations sociales. Nous sommes si fiers de ses progrès, a répondu maman, et l'ironie de ses paroles après la conversation de la cuisine était presque insupportable. Elle a été une telle source d'inspiration, a ajouté Sarah, toujours positive malgré tout ce qu'elle a traversé. Je voulais crier à l'hypocrisie, mais j'ai gardé une expression calme pendant que la docteure Reeves préparait son matériel de test. Le plan était qu'elle effectue quelques tests de routine, au cours desquels je commencerai à montrer des signes de récupération auditive. La famille assisterait à ce qui semblait être un miracle médical, puis je les surprendrais en révélant que j'entendais depuis des mois. Mais je faisais maintenant face à un dilemme. Devais-je suivre le plan de surprise initial, ou devais-je utiliser cette opportunité différemment ?
Ma famille venait de passer 30 minutes à planifier de voler mon argent, de me priver de mes droits légaux, et de m'interner contre ma volonté. Peut-être qu'au lieu de leur offrir le joyeux matin de Noël qu'ils ne méritaient pas, je devrais leur offrir quelque chose de complètement différent. Avant de commencer, a annoncé la Dr Reeves, je veux préparer tout le monde à la possibilité que Louis de Jani ait changé depuis notre dernier rendez-vous. Parfois, la récupération peut se faire progressivement, sans que les patients ne remarquent d'amélioration immédiate. C'était notre mise en scène prévue pour la surprise, mais cela semblait différent maintenant. Au lieu d'anticiper la joie de ma famille, je calculais comment utiliser leur choc à mon avantage. Ils avaient révélé leurs vrais sentiments à mon égard, leur volonté de trahir ma confiance, et leur plan pour contrôler mon avenir. Maintenant, je devais décider comment répondre à cette révélation. Ce serait merveilleux, a dit papa, bien que son ton suggère qu'il pensait plus à la façon dont la récupération de Louis pourrait compliquer leur plan de tutelle qu'à mon bien-être. Absolument, a convenu Marcus. Nous voulons tout ce qu'il y a de mieux pour Jani. L'expression « ce qu'il y a de mieux pour Jani » aurait été touchante si je ne les avais pas entendus discuter de me priver de mes droits et d'accéder à mon argent pour leurs propres bénéfices. Ils avaient décidé ce qui était le mieux pour eux-mêmes et appelaient ça de l'inquiétude ou pour moi. La Dr Reeves a commencé par des vérifications d'équipements de base, expliquant chaque étape à ma famille pendant que je me préparais mentalement à ce qui allait se dérouler. Le plan initial était simple, révéler mon oui, surprendre ma famille, et profiter d'un beau Noël ensemble. Mais la conversation que j'avais entendue a tout changé. Maintenant, je comprenais que ma famille me voyait comme un fardeau à gérer plutôt qu'une personne à aimer. Ils considéraient mon handicap comme une manipulation plutôt qu'une condition médicale légitime nécessitant une adaptation. Plus important encore, ils étaient prêts à sacrifier mon autonomie et ma sécurité financière pour leur propre commodité. Alors que la Dr Reeves positionnait le premier appareil de test, j'ai réalisé que ma surprise de Noël était sur le point de devenir quelque chose de complètement différent de ce que j'avais prévu. Au lieu de révéler ma guérison pour apporter de la joie à ma famille, je l'utiliserais pour me protéger de leur trahison. Le test auditif était sur le point de commencer, mais il ne s'agissait plus d'une évaluation médicale. Il s'agissait de justice, de vérité, et du pouvoir de l'information que ma famille ne savait pas que je possédais. La Dr Reeves a positionné son équipement de test, tandis que ma famille s'installait autour du salon, comme un public se préparant à une représentation. Maman était assise sur le bord du canapé, les mains jointes nerveusement. Papa se tenait près de la cheminée, vérifiant sa montre et jetant un coup d'œil vers la cuisine, où leur complot avait eu lieu quelques minutes plus tôt. Sarah et Jake occupaient le causeuse, tandis que Marcus et Amy prenaient les fauteuils près de la fenêtre. Cela ne prendra que quelques minutes, a expliqué la Dr Reeves à la salle. Je vais effectuer quelques tests de réponse auditive de base, pour vérifier tout changement dans la capacité auditive de Jani. Je suis resté parfaitement immobile sur la chaise désignée, arborant l'expression de coopération patiente que j'avais perfectionnée au cours de 3 ans de rendez-vous médicaux. À l'intérieur, mon esprit parcourait les stratégies possibles pour gérer ce qui allait se dérouler. Le plan initial semblait naïf maintenant, compte tenu de ce que j'avais appris sur les véritables intentions de ma famille. La Dr Reeves a placé le premier casque sur mes oreilles et a commencé le protocole de test auditif standard. Le son a commencé doucement, puis a augmenté progressivement en volume et en complexité. Selon notre plan répété, je commencerai à montrer des signes de réponse pendant cette phase, indiquant que quelque chose avait changé depuis ma dernière évaluation. Mais au fur et à mesure que le test progressait, j'ai pris une décision en une fraction de seconde qui allait tout changer. Au lieu de révéler immédiatement ma guérison auditive complète, j'ai choisi une approche plus subtile, qui me donnerait le contrôle de la situation et le temps d'évaluer les réactions de ma famille. « Docteur », ai-je dit soudain, ma voix remplie de confusion et d'émerveillement, je pense que quelque chose est différent. J'entends certains de ces sons. La Dr Reeves a parfaitement joué son rôle, ajustant son équipement et essayant différentes fréquences sonores, tout en maintenant une expression de curiosité professionnelle mêlée d'excitation. « Jani, c'est remarquable », a-t-elle dit, assez fort pour que tout le monde entende. Vos réponses suggèrent qu'il pourrait y avoir eu une certaine régénération nerveuse. Laissez-moi essayer différents tests. La pièce a éclaté en murmures surpris et en chuchotements excités. Maman a eu le souffle coupé et a mis ses mains sur sa bouche. Papa s'est approché, son expression passant du scepticisme à l'étonnement. Sarah et Marcus ont échangé des regards que je ne pouvais pas tout à fait interpréter, bien qu'ils semblaient moins purement joyeux que confus. « Vous voulez dire qu'elle pourrait retrouver Louis ?» a demandé maman,
des larmes commençant à se former dans ses yeux. Il est trop tôt pour faire des déclarations définitives, a répondu diplomatiquement la Dr Reeves. Mais ses réponses sont vraiment encourageantes. Janie, pouvez-vous me dire ce que vous ressentez? J'ai pris une profonde inspiration et j'ai livré la performance de ma vie, décrivant le retour progressif du son comme si je le vivais pour la première fois depuis des années. J'ai parlé d'entendre le léger bourdonnement du chauffage, le son lointain des voitures dans la rue, et, plus important encore, les voix des membres de ma famille. Je peux vous entendre parler, ai-je chuchoté, comme si la révélation était presque trop merveilleuse pour être crue. Vos voix sonnent différemment de ce dont je me souviens, mais je peux comprendre les mots. Les réactions de la famille étaient fascinantes à observer maintenant que je pouvais entendre leurs commentaires chuchoter les uns aux autres. Maman pleurait avec ce qui semblait être un bonheur sincère, mais papa avait l'air inquiet plutôt que festif. Sarah chuchotait de manière urgente à Jake, et Marcus tapait quelque chose sur son téléphone avec une agitation évidente. Ça change tout, ai-je entendu Sarah chuchoter à son mari. Tous nos plans, la consultation de l'avocat, la recherche d'établissement. Peut-être que ce n'est pas permanent, a chuchoté Jake en retour. Ces guérisons médicales sont parfois réversibles. Leurs paroles ont confirmé que ma décision d'écouter aux portes au lieu de les surprendre avait été la bonne. Même face à ce qu'ils croyaient être ma guérison miraculeuse, leur première pensée portait sur la manière dont cela affecterait leur plan pour contrôler ma vie et mes finances. La Dr Reeves a poursuivi la mascarade des tests, pendant que je révélais stratégiquement davantage de ma capacité auditive. J'ai répondu à sa voix, puis aux questions larmoyantes de maman, puis progressivement aux commentaires des autres membres de la famille. Chaque révélation était calculée pour démontrer que j'entendais plus qu'il ne le réalisait. Janie, ma chérie, peux-tu m'entendre quand je parle normalement? A demandé papa, bien que son ton suggère qu'il me testait plutôt qu'il ne célébrait avec moi. Oui, papa. Tu as l'air inquiet au lieu d'être heureux. Pourquoi as-tu l'air inquiet que mon oui revienne? La question flottait dans l'air comme un défi, et j'ai regardé papa se démener pour ajuster son expression et son ton. Sarah lui a lancé un regard d'avertissement, tandis que Marcus continuait de taper sur son téléphone avec une urgence croissante. Bien sûr, je suis heureux, ma chérie. Je suis juste surpris. C'est une nouvelle merveilleuse. Mais sa voix portait encore des nuances d'inquiétude que mon oui nouvellement révélé pouvait clairement détecter. La famille réalisait que leur conversation privée n'avait peut-être pas été aussi privée qu'ils le supposaient. Dr Reeves, ai-je dit, en me tournant vers elle avec une expression de curiosité innocente, depuis combien de temps pourrais-je entendre des sons sans m'en rendre compte? Aurais-je pu inconsciemment capter des conversations et des voix au cours des dernières semaines ou des derniers mois? La question était conçue pour semer la peur quant à la quantité exacte de choses que j'aurais pu entendre, et j'ai regardé son impact se propager dans la pièce. Le visage de Sarah est devenu pâle, et Marcus a arrêté de taper pour me fixer avec une alarme évidente. C'est tout à fait possible, a répondu la Dr Reeves, comprenant le sous-entendu de ma question. La récupération auditive progressive peut parfois se produire en dessous du seuil de la conscience. Les patients peuvent traiter des sons et des voix sans reconnaître qu'ils les entendent réellement. Alors, j'aurais pu entendre des choses pendant des semaines sans le savoir, ai-je demandé, en maintenant mon ton d'émerveillement innocent tout en observant la panique grandissante de ma famille. C'est exactement comme ça que ce type de récupération fonctionne parfois, a confirmé la Dr Reeves. La pièce est devenue silencieuse, à l'exception du bruit des textos de plus en plus frénétiques de Marcus. J'ai réalisé qu'il prévenait probablement d'autres membres de la famille, ou peut-être même qu'il contactait l'avocat que papa avait mentionné. Leur complot s'effondrait en temps réel, et ils le savaient. C'est une nouvelle tellement incroyable, a dit maman, bien que sa voix porte maintenant une note d'incertitude. Janie, de quoi te souviens-tu avoir entendu récemment? Quelque chose t'a-t-il semblé familier? C'était une pêche aux informations, et nous le savions tous. Maman essayait de déterminer quelle partie de leur conversation privée j'aurais pu entendre, sans admettre directement qu'ils avaient discuté de moi dans mon dos. Je ne suis pas sûr, ai-je répondu pensivement. Tout semble étrange et nouveau, mais aussi familier d'une certaine manière, comme des voix que je devrais reconnaître, mais que je n'arrive pas tout à fait à placer. Sarah s'est penchée en avant, anxieuse. Janie, tu sais qu'on a toujours essayé de t'inclure dans les conversations familiales, n'est-ce pas? On n'a jamais rien dit qui puisse te blesser, ou pris de décision sans tenir compte de ton avis. L'affirmation était si manifestement fausse que j'ai failli rire. Ils avaient littéralement planifié mon internement 30 minutes plus tôt,
sans la moindre contribution de ma part. Mais le ton défensif de Sarah révélait qu'elle était terrifiée par ce que j'aurais pu entendre. Bien sûr, ai-je dit doucement. Vous avez tous été si compréhensifs et aimants. Je n'imagine pas que vous ayez jamais dit quelque chose de blessant à mon sujet. L'ironie de mes paroles leur a échappé, mais la docteure Reeves m'a jeté un regard subtil, qui suggérait qu'elle commençait à comprendre que cette révélation impliquait plus qu'une simple guérison médicale. Eh bien, a dit papa en se raclant la gorge nerveusement, cela change certainement nos plans pour Noël. On avait des affaires de famille à discuter avec toi plus tard, mais peut-être devrions-nous reporter cette conversation, compte tenu de cette merveilleuse nouvelle. Affaires de famille, ai-je demandé avec une fausse innocence. Quel genre d'affaires de famille? J'adorerais être incluse dans les décisions familiales maintenant que je peux entendre la discussion. La panique dans les yeux de papa était indéniable. Marcus était devenu complètement silencieux, fixant son téléphone comme s'il pouvait lui apporter le salut. Sarah serrait la main de Jake si fort que ses jointures étaient devenues blanches. Oh, juste des trucs de planification financière ennuyeux, a dit papa d'un ton dédaigneux. Rien qui doive être abordé aujourd'hui. Aujourd'hui, on devrait célébrer ta guérison. La planification financière semble importante, ai-je insisté, surtout si ça me concerne. J'aimerais vraiment faire partie des discussions familiales sur l'argent et la planification. Après 3 ans à me sentir exclu des décisions, ça signifierait tellement pour moi d'avoir ma voix entendue. Le choix des mots était délibéré, et tout le monde dans la pièce a compris le double sens. Ma voix était littéralement entendue pour la première fois depuis des années, mais je demandais aussi que mes opinions et préférences soient prises en compte dans les décisions familiales qui affectaient ma vie. La docteure Reeves a commencé à ranger son équipement, mais elle était clairement réticente à me laisser seule avec ma famille, compte tenu de la tension qui s'était développée pendant le rendez-vous. Janie, a-t-elle dit prudemment, compte tenu de l'importance de cette nouvelle, je pense que nous devrions programmer un rendez-vous de suivi très bientôt. Peut-être après le week-end des fêtes. Je veux surveiller vos progrès et m'assurer que cette guérison reste stable. Ce serait merveilleux, ai-je répondu. Et Dr Reeves, j'espère que je pourrai vous poser des questions sur ma condition et mes droits en tant que patiente. Je suis enfin capable de participer pleinement aux discussions sur mes soins médicaux. Un autre commentaire pointu qui a fait bouger ma famille, mal à l'aise. Ils commençaient à réaliser que ma guérison auditive signifiait la fin de leur capacité à prendre des décisions sur ma vie sans ma connaissance ou mon consentement. Bien sûr, a dit la docteure Reeves. Vous avez tout à fait le droit d'être pleinement informé sur votre état de santé et vos options de traitement. Je m'assurerai que vous ayez toutes les informations nécessaires pour prendre vos propres décisions concernant vos soins. L'accent mis sur vos propres décisions n'était pas accidentel, et j'ai vu papa grimacer face aux implications. Leur plan de tutelle venait de devenir beaucoup plus compliqué, voire impossible. Alors que la docteure Reeves se préparait à partir, j'ai réalisé que la phase suivante de cette confrontation était sur le point de commencer. Ma famille savait maintenant que je pouvais entendre leur conversation, mais ils ne savaient pas encore à quel point j'avais réellement entendu, ni comment je comptais répondre à leur trahison. La surprise de Noël était devenue quelque chose qu'aucun de nous n'avait prévu. La docteure Reeves a rassemblé son équipement avec une lenteur délibérée, sentant clairement la tension dans la pièce, mais incertaine de sa source. Alors qu'elle se préparait à partir, elle s'est retournée pour s'adresser à ma famille avec une préoccupation professionnelle. Je tiens à souligner à quel point cette guérison est remarquable, a-t-elle dit, sa voix portant des nuances d'avertissement subtiles que seul moi comprenais pleinement. Les progrès de Janie au cours des derniers mois ont été extraordinaires. Elle a fait preuve d'une détermination et d'une résilience incroyables pour s'adapter à sa condition. Ces derniers mois, a demandé sèchement papa. A-t-elle montré des signes d'amélioration lors de vos rendez-vous réguliers? La docteure Reeves m'a jeté un coup d'œil, et je lui ai fait un léger signe de tête, lui indiquant qu'il était temps de révéler la vérité. En fait, a-t-elle dit prudemment, l'ouïe de Janie se rétablit progressivement depuis son opération en juin. Nous suivons ses progrès de près, et elle se porte exceptionnellement bien. Le silence qui a suivi était assourdissant. J'ai vu le sang quitter le visage de Sarah alors que les implications la frappaient. Marcus a laissé tomber son téléphone, et la bouche de papa s'est ouverte et fermée sans produire aucun son. Opération en juin. A murmuré maman. Janie, tu as été opérée? Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Je me suis levée lentement, me sentant plus forte et plus confiante que je ne l'avais été depuis des années. Le moment de vérité était arrivé, et j'étais prête. Je voulais vous faire la surprise pour Noël,
ai-je dit, ma voix claire et forte. Je pensais que ce serait le plus beau cadeau que je pourrais offrir à ma famille, la chance d'entendre à nouveau vos voix, de participer aux conversations, de faire partie de la famille au lieu d'être un fardeau à gérer. Sarah a tressailli au mot fardeau, confirmant qu'elle se souvenait de l'avoir utilisé lors de leur complot dans la cuisine. Mais ce matin, ai-je continué, j'ai appris quelque chose qui a tout changé. J'ai découvert que ma famille aimante et attentionnée avait l'intention de me faire déclarer incompétente, pour pouvoir voler mon argent et me mettre dans une institution. L'accusation a plané dans l'air, comme une bombe qui venait d'exploser. Maman a eu le souffle coupé et a regardé la pièce avec confusion, tandis que le visage de papa passait du pâle au rouge, de colère et d'embarras. « Janie, ce n'est pas ce dont nous discutions », a commencé Sarah, mais je l'ai interrompu. « Vraiment ? Parce que j'ai entendu chaque mot. Voulez-vous que je vous cite directement ? J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert l'application d'enregistrement vocal, leur montrant le fichier que j'avais créé pendant leur conversation dans la cuisine. Vous avez dit, et je cite, « Elle est devenue un tel fardeau, et honnêtement, je pense qu'elle simule son impuissance pour attirer l'attention. » Vous avez aussi dit que j'y utilise mon handicap comme une arme et que je suis manipulatrice. Le visage de Sarah s'est décomposé, mais je ne pouvais pas dire si c'était par culpabilité ou par colère. Marcus, ai-je continué en me tournant vers mon frère, tu as dit que j'avais appris à utiliser mon handicap comme une arme et que je cherchais l'attention, même avant l'accident. Tu m'as comparé à mon moi du lycée, réécrivant complètement l'histoire pour soutenir ton récit actuel. Marcus s'est levé, sur la défensive. Janie, tu sors les choses de leur contexte. On s'inquiète pour toi. Vous vous inquiétez pour moi, ai-je ri amèrement. Ou pour vos propres situations financières ? Ami a mentionné que l'argent de mon assurance pourrait aider toute la famille, si je ne l'utilisais pas de manière productive. Ami s'est recroquevillé sur sa chaise alors que je tournais mon attention vers elle. Et Jack, tu as suggéré que le stress de Sarah à mon sujet affectait toute votre famille. Dis-moi, en quoi ma présence dans cette maison a-t-elle affecté ta famille ? Est-ce que je mange ta nourriture, je vis dans ta maison, j'interfère avec tes enfants ? Jack a ouvert la bouche pour répondre, mais aucun mot n'est sorti. Et papa, ai-je dit, ma voix se renforçant à chaque révélation, tu as consulté des avocats pour me faire déclarer incompétente. Tu as prévu d'utiliser le matin de Noël comme une intervention pour me convaincre que les soins en institution étaient pour mon propre bien. Papa a retrouvé sa voix, bien qu'elle tremble de colère. Janie, tu es dramatique. On s'est occupé de toi pendant 3 ans. On a tout à fait le droit de discuter de ce qui est le mieux pour ton avenir. Vous vous êtes occupé de moi, ai-je répété, incrédule. C'est comme ça que vous appelez la gestion de mes finances sans que je le sache ? Parce que j'aimerais voir exactement où est passé l'argent de mon assurance ces 3 dernières années. La pièce est devenue silencieuse. J'avais touché le nerf que je cherchais. Qu'est-ce que tu insinues ? A demandé papa, sa voix dangereusement calme. Je n'insinue rien. J'affirme directement que je veux un compte rendu complet de la manière dont mon argent a été dépensé. Chaque centime de cette indemnité m'appartient, et je veux savoir où il est passé. Sarah a sauté du canapé. Comment oses-tu nous accuser de te voler ? On a tout sacrifié pour s'occuper de toi. Sacrifier quoi, exactement, ai-je défié. Votre temps, votre patience, ou parlez-vous des sacrifices que vous avez faits avec mon argent ? J'ai sorti un dossier de derrière le canapé, où je l'avais caché plus tôt dans la semaine. J'ai déjà commencé à enquêter sur mes relevés financiers. C'est incroyable ce qu'on peut accomplir quand les gens pensent qu'on ne peut pas entendre les conversations téléphoniques avec les banques et les compagnies d'assurance. Le visage de papa est devenu blanc alors que j'ouvrais le dossier. Ce sont des copies des relevés de mon compte courant, qui a apparemment été géré conjointement par toi, papa, sans ma connaissance ni mon consentement. Intéressant de voir qu'il y a des virements réguliers vers les comptes de Sarah et Marcus. C'était des remboursements pour des dépenses liées à tes soins, a dit rapidement papa. Vraiment ? Donc les vacances de Sarah en Floride au printemps dernier étaient liées à mes soins ? La nouvelle voiture de Marcus était une dépense médicale ? La rénovation de votre cuisine était nécessaire pour mon adaptation au handicap ? Chaque accusation a fait mouche. J'avais discrètement rassemblé des preuves pendant des semaines, utilisant ma capacité auditive secrète pour recueillir des informations lors d'appels téléphoniques et de conversations qu'ils pensaient que je ne pouvais pas suivre. Et voici ma découverte préférée, ai-je continué en sortant un autre document. La police d'assurance vie que vous avez souscrite sur moi l'année dernière,
celle qui vous nomme tous comme bénéficiaires. Dites-moi, en quoi cela est-il lié à mes soins, exactement? Maman, qui était restée silencieuse pendant tout cet échange, a finalement pris la parole. Robert, s'il te plaît, dis-moi que ce n'est pas vrai. S'il te plaît, dis-moi qu'on n'a pas volé notre fille. Ce n'est pas du vol, Linda. On a géré ses affaires parce qu'elle n'est pas capable de le faire elle-même. Pas capable? Je me suis levé, ma voix montant avec 3 ans de colère refoulée. J'ai un diplôme universitaire. J'étais enseignante. Je gérais parfaitement mes finances avant mon accident. La seule chose qui a changé, c'est mon oui, pas mon intelligence ni mon jugement. Tu as été dépendante de nous pour tout, a protesté Marcus. La nourriture, le logement, le transport, les rendez-vous médicaux. On t'a entièrement soutenu. Vraiment, ai-je défié. Parce que selon ses relevés bancaires, j'ai payé un loyer pour vivre dans cette maison. J'ai acheté mes propres courses. J'ai couvert mes propres frais médicaux. La seule chose que vous avez gérée, c'est l'accès à mon argent. Je me suis tourné pour m'adresser à toute la famille, ma voix tremblante d'émotion mais claire de détermination. Pendant 3 ans, j'ai cru que vous m'aimiez malgré mon handicap. Je pensais que vous faisiez des sacrifices pour m'aider à reconstruire ma vie. Je me sentais coupable chaque jour d'être un fardeau pour des gens qui choisissaient de s'occuper de moi par amour. Des larmes coulaient sur mon visage maintenant, mais ma voix restait forte. Mais vous ne m'avez jamais vu comme quelqu'un à aimer et à soutenir. Vous m'avez vu comme une source de revenus et une dépendante qui ne remettrait jamais en question vos décisions. Vous avez utilisé mon handicap pour me manipuler, pour me faire croire que j'étais impuissante, pendant que vous voliez mon argent et planifiez mon avenir sans la moindre contribution de la personne dont vous contrôliez la vie. Sarah pleurait maintenant aussi, mais je ne pouvais pas dire si c'était de culpabilité ou d'apitoiement sur soi. Le pire, ai-je continué, c'est que vous m'avez convaincu que j'étais un fardeau. Vous m'avez fait croire que je vous devais ma gratitude et ma docilité, parce que vous étiez des soignants si généreux et aimants. Vous avez utilisé ma vulnérabilité contre moi, tout en faisant semblant de me protéger. La docteure Reeves, qui avait tranquillement observé cette implosion familiale, s'est finalement avancée. Je pense que je devrais mentionner, a-t-elle dit prudemment, que pendant le processus de guérison de Janie, certaines des dynamiques familiales que j'ai observées m'ont inquiété. Les progrès de Janie étaient sapés par ce qui semblait être une impuissance acquise, ce qui se produit souvent lorsque les familles découragent par inadvertance l'indépendance des parents handicapés. Elle a regardé directement papa en continuant. J'ai recommandé à Janie de garder sa guérison auditive privée, spécifiquement parce que je voulais observer comment la famille fonctionnait lorsqu'ils croyaient qu'elle ne pouvait pas surveiller leur comportement. Ce type d'évaluation est parfois nécessaire lorsque les professionnels de la santé soupçonnent un abus émotionnel ou financier de patients vulnérables. Les mots abus émotionnels et abus financiers ont frappé la pièce comme des coups physiques. Le visage de papa est passé du rouge au violet, et Sarah avait l'air de vouloir vomir. Vous voulez dire que vous nous soupçonniez de maltraiter notre fille, a demandé maman dans un murmure. Je veux dire que la guérison de Janie était inhibée par des dynamiques familiales qui semblaient conçues pour maintenir sa dépendance plutôt que pour encourager son indépendance. La révélation d'aujourd'hui confirme que ces inquiétudes étaient justifiées. La docteure Reeves a sorti son propre téléphone. Je suis tenu de signaler les soupçons d'abus sur personnes âgées et d'exploitation financière d'adultes vulnérables aux autorités compétentes. Compte tenu de ce que j'ai entendu aujourd'hui, je déposerai ces rapports cet après-midi. La menace d'une enquête officielle a semé la panique dans ma famille. Sarah a attrapé le bras de papa. C'est de la folie. On est sa famille. On l'aime. Vraiment, ai-je demandé doucement. Parce que l'amour ne vole pas d'argent à des personnes vulnérables. L'amour ne prévoit pas d'interner quelqu'un contre sa volonté pour accéder à ses finances. L'amour ne se moque pas du handicap de quelqu'un dans son dos, tout en faisant semblant de le soutenir. J'ai regardé autour de moi ces gens qui m'avaient élevé, en qui j'avais eu entièrement confiance, qui avaient trahi cette confiance de la manière la plus fondamentale possible. Vous aviez 3 ans pour me montrer un amour et un soutien inconditionnel, pendant la période la plus difficile de ma vie. Au lieu de ça, vous m'avez montré que l'amour familial vient avec des conditions, des attentes, et un prix. Vous m'avez appris que ma valeur en tant que personne se mesurait à mon utilité et à ma capacité à contribuer financièrement à votre confort. J'ai pris mon sac à main et le dossier de preuve. Je pars maintenant. La docteure Reeves m'a proposé de m'aider à trouver un logement temporaire pendant que je réfléchis à mes prochaines étapes.
Je vous contacterai par l'intermédiaire d'avocats pour récupérer mon argent volé et engager les poursuites judiciaires appropriées. Janie, s'il te plaît, a supplié maman. Ne détruis pas notre famille pour de l'argent. On peut arranger ça. Je me suis tourné pour la regarder, cette femme qui m'avait élevé, qui m'avait parlé d'amour, de loyauté et de liens familiaux. Maman, je n'ai pas détruit cette famille pour de l'argent. Vous l'avez détruite en choisissant l'argent plutôt que moi. La famille à laquelle je pensais appartenir n'a jamais vraiment existé. C'était juste une performance que vous mainteniez tous tant que cela vous profitait. Je me suis dirigé vers la porte, puis je me suis retourné pour une dernière déclaration. Joyeux Noël, ai-je dit. J'espère que l'argent que vous m'avez volé valait la peine de perdre votre fille. Et sur ce, j'ai quitté pour toujours la maison de mon enfance et la famille de mon enfance. Les 6 mois qui ont suivi cette confrontation de Noël sont devenus la période la plus difficile et, finalement, la plus transformatrice de toute ma vie. La Dr Reeves m'avait non seulement aidé à retrouver mon oui, mais m'avait aussi mis en contact avec des ressources dont je n'avais jamais soupçonné l'existence, pour les personnes fuyant les abus financiers et émotionnels au sein de leur famille. Dans les 48 heures suivant mon départ de la maison familiale, j'ai été mise en relation avec Margaret Chen, une avocate spécialisée dans les abus sur personnes âgées et les droits des personnes handicapées. Margaret était une avocate féroce, qui avait vu trop de cas comme le mien, où les familles exploitaient des parents handicapés tout en maintenant une façade de soignants aimants. La bonne nouvelle, m'a dit Margaret lors de notre première rencontre, c'est que vous avez parfaitement tout documenté. Les conversations enregistrées, les relevés financiers et les observations professionnelles de la Dr Reeves constituent un dossier solide, tant pour des poursuites pénales que pour un recouvrement civil. Le processus juridique a avancé plus vite que je ne l'avais prévu. Le bureau du procureur était particulièrement intéressé par l'affaire, car elle impliquait une exploitation financière systématique sur plusieurs années, des signatures falsifiées sur des documents juridiques, et une conspiration en vue de commettre une fraude à la tutelle. Sarah a été accusée de vol d'identité et d'exploitation financière après que les enquêteurs ont découvert qu'elle avait utilisé mes cartes de crédit pour des achats personnels, totalisant plus de 15 000 $. Sa défense, selon laquelle elle gérait mes affaires, s'est effondrée lorsque les procureurs ont démontré que je n'avais jamais donné mon consentement pour un accès conjoint au compte ou pour l'utilisation de la carte de crédit. Marcus a fait face à des accusations similaires pour avoir accepté des virements de mes comptes sous de faux prétextes. Les paiements que sa femme, amie, avait reçus pour des services de soins étaient particulièrement préjudiciables à son cas, car les relevés bancaires montraient des paiements réguliers pour des soins qui n'avaient jamais été fournis, et pour des heures qui dépassaient ce qui serait physiquement possible. La situation de papa était la plus grave, car son rôle de principal gestionnaire financier signifiait qu'il faisait face à des accusations de fraude criminelle. La police d'assurance vie qu'il avait souscrite sur moi sans que je le sache était la pièce à conviction qui a convaincu les procureurs qu'il s'agissait d'un stratagème d'exploitation coordonné et à long terme, plutôt que d'une simple mauvaise gestion financière familiale. Les poursuites pénales ont duré près de 4 mois, pendant lesquels j'ai vécu dans un programme de logement de transition pour les survivants d'abus. Le programme offrait non seulement un logement sûr, mais aussi des services de conseil qui m'ont aidé à surmonter le traumatisme émotionnel de découvrir que l'amour de ma famille avait été conditionnel et manipulateur. Ma thérapeute, la Dr Jennifer Walsh, m'a aidé à comprendre que mon expérience était malheureusement courante chez les personnes ayant acquis un handicap. Les familles ont souvent du mal à s'adapter lorsqu'un adulte auparavant indépendant devient dépendant de leurs soins, a-t-elle expliqué. Certaines familles relèvent le défi avec un amour et un soutien sincères. D'autres voient la dépendance comme une opportunité de contrôle et de gain financier. Le plus difficile a été d'accepter que la trahison de ma famille n'avait pas été un simple égarement, mais un schéma calculé qui s'était développé sur 3 ans. Ils s'étaient progressivement convaincus que j'étais incapable de gérer ma propre vie, ce qui justifiait leur contrôle croissant sur mes finances et mes décisions. La psychologie de l'abus financier au sein des familles est complexe, a poursuivi la Dr Walsh. Les agresseurs croient souvent sincèrement qu'ils agissent dans le meilleur intérêt de leur victime, même en l'exploitant. Ils rationalisent le vol en gestion et le contrôle en protection. Pendant les poursuites judiciaires, maman a été le seul membre de la famille à montrer un véritable remords. Elle a témoigné pour l'accusation, révélant qu'elle n'était pas au courant de l'ampleur de la manipulation financière de papa et qu'elle avait cru que mon argent était correctement géré pour mon bien. Je savais que quelque chose n'allait pas, a témoigné maman, les larmes coulant sur son visage. Je savais que Robert et les enfants étaient frustrés par la dépendance de Janie, mais je pensais qu'ils étaient juste fatigués et stressés. Je n'ai jamais imaginé qu'ils la volaient tout en planifiant de la faire déclarer incompétente.
Le témoignage de maman a été crucial pour obtenir des condamnations, mais il a aussi ouvert la porte à une éventuelle relation entre nous à l'avenir. Contrairement aux autres, ses actions avaient été guidées par une confiance mal placée en son mari, plutôt que par une exploitation délibérée. Le procès civil a abouti à une restitution complète des fonds volés, plus les intérêts et les pénalités, totalisant près de 75 000 $. Sarah et Marcus ont été contraints de vendre leur maison pour payer leur part du règlement, ce qui semblait être des conséquences appropriées pour des personnes qui avaient prévu d'utiliser mon argent pour résoudre leurs propres problèmes financiers. L'entreprise de papa s'est effondrée sous le poids des frais de justice et de l'examen public. Le cabinet comptable qui lui avait confié les finances de ses clients n'a pas survécu au scandale de sa condamnation pour fraude financière. Sa réputation professionnelle a été détruite, tout comme il avait prévu de détruire mon autonomie et mon indépendance. Mais la véritable transformation dans ma vie est allée au-delà des victoires juridiques et du recouvrement financier. Pour la première fois depuis mon accident, j'étais complètement indépendante et je prenais mes propres décisions sur tout, de l'endroit où je vivais à la façon dont je passais mon temps. J'ai trouvé un appartement dans un quartier différent, loin des souvenirs et des déclencheurs associés à la trahison de ma famille. L'espace était petit mais entièrement à moi, rempli de meubles que j'avais choisis, de livres que je voulais lire, et d'un silence qui m'appartenait, plutôt que d'être imposé par le handicap. Le retour au travail a présenté des défis que je n'avais pas anticipés. Les écoles publiques de Dayton étaient impatientes de me réintégrer, mais j'ai découvert que ma guérison auditive avait changé ma relation avec les communautés entendantes et sourdes. L'implant cochléaire me donnait une audition fonctionnelle, mais l'expérience sonore était différente de l'audition naturelle dont je me souvenais avant mon accident. J'ai décidé de me spécialiser dans le travail avec les élèves malentendants, en utilisant ma perspective unique de quelqu'un qui avait vécu dans les deux mondes. Ce poste m'a permis d'aider les enfants à surmonter des défis que je comprenais intimement, tout en m'appuyant sur les compétences pédagogiques que j'avais développées avant mon accident. Mademoiselle Morrison comprend ce que nous traversons, a dit Cathy, 8 ans, à sa mère après une leçon particulièrement réussie. Elle sait à quel point il est difficile de se sentir différent, mais elle sait aussi que nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Ce commentaire m'a rappelé pourquoi j'étais devenue enseignante à l'origine. L'éducation avait toujours consisté à donner aux jeunes les moyens de croire en leur propre potentiel, et mon expérience du handicap n'avait fait que renforcer mon engagement envers cette mission. Je me suis également impliqué dans des organisations de défense des droits, qui travaillaient à prévenir l'abus financier des personnes handicapées. Mon cas est devenu une sorte de référence, car la nature systématique de l'exploitation de ma famille et les preuves que j'avais recueillies en ont fait un outil pédagogique idéal pour reconnaître les signes avant-coureurs. L'abus financier familial est souvent le type le plus difficile à détecter et à poursuivre, ai-je expliqué lors d'interventions à des conférences sur le handicap. Les victimes veulent croire que leur famille les aime inconditionnellement, alors elles interprètent l'exploitation comme des soins et le contrôle comme de la protection. Mon histoire a trouvé un écho auprès du public, car elle démontrait que le handicap ne rend pas les gens intrinsèquement vulnérables. Ce sont plutôt les familles et les institutions qui choisissent parfois d'exploiter le handicap pour justifier le contrôle et la manipulation. La docteure Reeves et moi avons maintenu une relation professionnelle étroite, qui s'est progressivement transformée en une véritable amitié. Sa décision de soutenir mon plan secret de guérison auditive était basée sur des années d'expérience avec les dynamiques familiales autour du handicap, et elle s'est sentie justifiée par la tournure de la situation. J'ai vu trop de patients dont la guérison a été sabotée par des familles qui profitaient de leur dépendance, m'a-t-elle dit. Votre cas était inhabituel car vous aviez la capacité cognitive de rassembler des preuves et les ressources financières pour poursuivre en justice. La plupart des victimes n'ont pas ces avantages. 18 mois après avoir quitté ma famille, j'ai reçu une lettre de maman me demandant si nous pouvions nous voir pour un café. Elle avait divorcé de papa, avait déménagé dans un petit appartement de l'autre côté de la ville, et suivait une thérapie pour comprendre son rôle dans la facilitation du comportement de son mari. Je sais que je n'ai pas le droit de te demander pardon, écrivait-elle, mais je veux que tu saches à quel point je suis fier de la force dont tu as fait preuve, et à quel point je suis désolé que notre famille t'ait abandonné quand tu avais le plus besoin de nous. J'ai accepté de la rencontrer, bien que j'ai pris soin de garder des attentes basses. La femme assise en face de moi au café avait l'air plus âgée et plus triste que dans mes souvenirs, mais aussi plus honnête qu'elle ne l'avait été pendant les années de performance familiale. J'ai pensé à toutes les fois où j'aurais dû remettre en question ce qui se passait, a-t-elle dit doucement. Toutes les fois où j'ai choisi de croire les explications de Robert, au lieu de faire confiance à mon instinct qui me disait que quelque chose n'allait pas. Nous avons parlé pendant 2 heures, et bien que je n'ai pas pu lui pardonner immédiatement,
Je pouvais voir la possibilité de reconstruire une forme de relation à l'avenir. Maman était le seul membre de la famille à avoir pris la responsabilité de son rôle dans mon abus, et elle travaillait activement pour comprendre comment cela s'était produit. Sarah et Marcus avaient quitté Dayton après leur condamnation, apparemment incapables de gérer les conséquences sociales de leurs crimes devenus publics. J'ai entendu dire, par des connaissances communes, que leur mariage avait survécu au scandale, mais que leur relation avec leurs enfants avait été tendue par le fait d'avoir des parents condamnés. Papa s'était remarié dans l'année suivant le divorce, choisissant une femme de 20 ans sa cadette, qui ne connaissait apparemment pas son casier judiciaire. J'avais pitié de sa nouvelle femme, bien que j'espère qu'elle serait plus prudente en matière de gestion financière que ma mère ne l'avait été. 2 ans après ma révélation de Noël, j'ai rencontré quelqu'un qui allait devenir la relation la plus importante de ma nouvelle vie. David était un travailleur social spécialisé dans la défense des droits des personnes handicapées, et nous nous sommes rencontrés à une conférence où je parlais de la prévention des abus financiers. Votre présentation était incroyable, m'a-t-il dit après mon intervention. La façon dont vous avez transformé votre traumatisme en éducation pour les autres est inspirante. David était né avec une infirmité motrice cérébrale, il comprenait donc le handicap d'une perspective complètement différente de celle de ma famille. Il voyait ma perte d'audition comme une caractéristique parmi d'autres, plutôt que comme le trait déterminant de mon identité ou une source de limitation à gérer. Le truc avec le handicap, a dit David lors de l'une de nos premières conversations, c'est que ça t'apprend qui t'aime vraiment inconditionnellement, et qui aime juste l'idée d'être perçu comme généreux et attentionné. Notre relation s'est développée lentement et prudemment, basée sur le respect mutuel et une véritable compatibilité, plutôt que sur une dynamique de soins. David a encouragé mon indépendance tout en m'offrant son soutien quand j'en avais besoin, un équilibre qui m'a semblé révolutionnaire après des années à être traitée comme intrinsèquement impuissante. Le matin de Noël, 3 ans après la confrontation qui avait tout changé, je me suis réveillé dans mon propre appartement, dans mon propre lit, entouré de décorations que j'avais choisies et de cadeaux de personnes qui m'aimaient pour qui j'étais, plutôt que pour ce que je pouvais leur apporter. David et moi recevions à dîner un petit groupe d'amis de la communauté de la défense des droits, dont la Dr Reeves, Margaret Chen, et plusieurs autres personnes qui étaient devenues ma famille choisie. Maman se joindrait à nous également, après 2 ans de reconstruction de la confiance et d'établissement de nouvelles limites. En préparant le repas dans ma propre cuisine, en utilisant de la vaisselle que j'avais achetée avec mon propre argent, dans une maison où je prenais toutes les décisions, j'ai réfléchi à la transformation complète de ma vie. La femme qui avait planifié une surprise de Noël pour sa famille 3 ans plus tôt avait été naïve et confiante, désireuse de plaire à des gens qui la voyaient comme un fardeau et une source de revenus. La femme que j'étais devenue était plus forte, plus sage, et infiniment plus sélective quant à ceux à qui elle confiait sa vulnérabilité. J'avais appris à valoriser l'indépendance plus que l'appartenance, l'authenticité plus que l'approbation, et la justice plus que l'harmonie familiale. La leçon qui avait émergé de mon expérience ne concernait pas seulement le handicap ou l'abus financier, bien que ce fussent des éléments importants. La leçon plus profonde portait sur la différence entre l'amour conditionnel et inconditionnel, entre les familles qui soutiennent la croissance et celles qui exploitent la dépendance, entre les personnes qui voient les autres comme des individus dignes de respect et celles qui les voient comme des problèmes à gérer. Quand mes invités sont arrivés cet après-midi de Noël, la maison s'est remplie de rires, de conversations, et du son de personnes qui avaient choisi d'être ensemble, plutôt que d'y être obligées par la génétique ou la culpabilité. La Dr Reeves a amené sa compagne, une femme avec qui elle était depuis 15 ans. Margaret a amené sa fille adolescente, qui s'intéressait aux droits du handicap. Les parents de David sont descendus de Columbus, apportant des histoires sur l'enfance de leur fils et leur fierté pour son travail de défense des droits. Maman est arrivée la dernière, portant une tarte aux pommes maison et des fleurs pour la table. Elle avait appris à participer à ma vie en tant qu'invitée plutôt qu'en tant que gestionnaire, offrant son soutien lorsqu'on le lui demandait, tout en respectant mon autonomie dans toutes les décisions. Janie, a-t-elle dit doucement en me serrant dans ses bras à la porte, merci de me donner la chance d'apprendre à être une meilleure mère. C'était une petite déclaration, mais elle représentait des années de travail acharné et d'honnêteté douloureuse sur les erreurs passées. Je ne pouvais pas effacer les années de trahison et d'exploitation, mais je pouvais choisir de construire quelque chose de nouveau avec le seul membre de la famille qui avait été disposé à prendre la responsabilité de son rôle dans mon abus. Pendant le dîner, la fille de Margaret m'a posé des questions sur mon travail de prévention des abus, envisageant clairement sa propre future carrière. Le plus difficile, ai-je expliqué, n'est pas d'identifier l'abus quand il est évident. C'est de reconnaître la manipulation qui se déguise en soin et le contrôle qui se présente comme de la protection.
Comment faites-vous la différence ? A-t-elle demandé. Les vrais soins donnent aux gens le pouvoir de prendre leurs propres décisions et soutiennent leur indépendance. Les faux soins créent la dépendance et font en sorte que les gens se sentent coupables d'avoir des besoins ou des préférences. David m'a serré la main sous la table, fier de la façon dont j'avais appris à articuler des idées durement acquises par une expérience douloureuse. Alors que la soirée touchait à sa fin et que nos amis se préparaient à partir, je me tenais dans mon salon, regardant les restes de notre célébration, verre de vin vide, serviettes froissées, et le désordre confortable qui suit un bon repas et une meilleure conversation. 3 ans plus tôt, j'avais planifié une surprise de Noël qui, je le pensais, apporterait de la joie à ma famille. Au lieu de cela, cette surprise avait révélé des vérités qui m'ont finalement libéré de personnes qui voyaient mon handicap comme une opportunité d'exploitation, plutôt qu'un défi nécessitant un soutien sincère. La famille qui m'avait élevé avait disparu, détruite par sa propre cupidité et sa manipulation. Mais la famille que j'avais choisie, les personnes qui respectaient mon intelligence, soutenaient mon indépendance, et valorisaient mes contributions m'entouraient d'un amour inconditionnel et honnête. J'avais appris que la guérison auditive concernait bien plus que la simple récupération d'un sens physique. Il s'agissait d'apprendre à faire confiance à mes propres perceptions, à valoriser mon propre jugement, et à exiger le respect que chaque personne mérite, quelles que soient ses capacités ou ses limitations. Alors que David m'aidait à nettoyer la cuisine, il a posé la question que je pose toujours à mon public lors de mes conférences, si tu pouvais revenir en arrière et changer ce qui s'est passé avec ta famille, le ferais-tu ? J'ai sérieusement réfléchi à la question, comme je le fais toujours. Le traumatisme avait été réel, la trahison dévastatrice, et la perte de ma famille d'enfance, une douleur permanente. Mais la personne que j'étais devenue, les relations que j'avais bâties, et le travail que je faisais, tout cela avait émergé de cette expérience. Non, ai-je finalement dit. Je ne le changerai pas, car le changer signifierait manquer l'opportunité d'apprendre qui je suis vraiment, quand je n'essaie pas de plaire à des gens qui ne m'aiment pas vraiment. Et qui es-tu ? A demandé David, bien qu'il connaisse la réponse. Je suis quelqu'un qui a survécu à la trahison et qui a choisi la justice. Quelqu'un qui a perdu son oui et a trouvé sa voie. Quelqu'un à qui on a appris à se voir comme un fardeau, et qui a appris à reconnaître sa propre valeur. J'ai regardé autour de ma cuisine, de ma maison, de ma vie qui m'appartenait entièrement. Je suis quelqu'un qui connaît la différence entre être aimé et être géré. Et je suis quelqu'un qui ne se contentera jamais de moins que la réalité. Cette nuit-là, en m'endormant dans mon propre lit, dans mon propre appartement, j'ai pensé aux enfants de 8 ans que j'enseignerais à la reprise de l'école après les vacances d'hiver, des enfants qui apprenaient à naviguer dans le monde avec une perte d'audition, tout comme j'avais appris à naviguer dans le monde après avoir découvert que l'amour familial pouvait être conditionnel et manipulateur. Je leur enseignerai la langue des signes et les technologies d'assistance, la défense des droits et l'autodétermination. Mais plus important encore, je leur enseignerai que leur valeur en tant qu'être humain ne dépendait pas de leur capacité à mettre les autres à l'aise ou à minimiser leurs propres besoins. La plus grande leçon que j'avais apprise, c'est que parfois, les personnes qui prétendent vous aimer le plus sont celles qui vous comprennent le moins. Et parfois, le plus grand cadeau que vous puissiez vous faire est le courage de vous éloigner des personnes qui voient votre vulnérabilité comme une opportunité de contrôle. Mon oui avait été restauré, mais plus important encore, ma voix avait été trouvée, et je comptais l'utiliser pour le reste de ma vie, pour m'assurer que d'autres personnes en situation de vulnérabilité sauraient qu'elles méritaient mieux qu'un amour conditionnel déguisé en soin. Avez-vous déjà dû choisir entre la loyauté familiale et le respect de soi ? Parfois, les personnes les plus proches de nous sont celles qui nous blessent le plus profondément, que ce soit par la trahison, la manipulation, ou simplement en prenant notre amour pour acquis. J'aimerais connaître vos réflexions sur les relations familiales et sur la manière dont nous pouvons reconnaître quand l'amour devient de l'exploitation. Veuillez partager vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire a résonné en vous, envisagez de liker cette vidéo et de vous abonner pour plus d'histoires sur le dépassement de l'adversité et la recherche de la force dans des endroits inattendus. Le partage de ces histoires aide d'autres personnes à reconnaître qu'elles ne sont pas seules face aux défis familiaux, et qu'il y a toujours de l'espoir pour construire la vie que vous méritez. Merci d'avoir écouté mon parcours, et j'espère qu'il vous rappelle que votre valeur n'est jamais définie par le traitement que les autres vous réservent, mais par votre propre courage à exiger le respect et l'amour que vous méritez.